Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. En cette journée mondiale du don et de greffe d'organes, nous ferons le point sur l'état des lieux au Maroc. Notre pays accuse d'énormes retards en la matière. La réticence des potentiels donneurs s'est accentuée avec la crise du Covid-19. Le sport scolaire revient dans nos établissements. Notre pays mise beaucoup sur l'activité physique pour l'émergence de nouveaux talents et pour la formation des citoyens de demain. Nous en débattrons avec notre invité. À suivre également une immersion dans l'univers pictural de l'artiste Fouad Chardoudi, univers plein de beauté et de lyrisme autour de la notion du chaos, un chaos projeté par l'artiste à travers des traits crus, une palette chromatique variée et des formes exacerbées. Bonsoir, nous célébrons aujourd'hui le 20e anniversaire du discours historique prononcé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à Ajdir et de la création de l'IRCAM. Cet anniversaire est marqué par de nombreux événements, au programme notamment la remise du prix de la culture amazigh, la présentation de l'ouvrage Institut royal de la culture amazigh, parcours et réalisation, ainsi que d'importants débats sur le 20e anniversaire de l'institutionnalisation de la promotion de la langue amazigh. Il est à rappeler que la Constitution de 2011 a été une étape clé dans ce chantier qui représente le socle et la mémoire des peuples et des civilisations. Direction la capitale tanzanienne Dar es Salaam où de nombreux experts appellent à l'expulsion du pseudo de la pseudo-race de l'Union africaine et pour la restauration de la neutralité et de l'impartialité de l'organisation panafricaine. Ces experts de haute facture prenaient part à un séminaire régional concernant l'impératif de la relance post-Covid-19 et comment la résolution de la question du Sahara marocain peut-elle renforcer la stabilité et l'intégration de l'Afrique. Ces experts, et je les cite encore une fois, l'expulsion de la seule entité non étatique siégeant parmi les 54 États souverains et indépendants de l'Union africaine permettra de favoriser une contribution effective, crédible et légitime de l'Union africaine au processus des Nations Unies qui reconnaît le plan marocain d'autonomie comme solution crédible, sérieuse. Fin de citation. Se faire transplanter un rein, un foie ou alors un cœur, c'est un rêve que nourrissent beaucoup de malades car il y va de leur vie. Sauf que voilà, les donneurs potentiels manquent à l'appel, une réticence accentuée par la pandémie du Covid-19, comme nous le verrons tout de suite dans ce reportage réalisé par notre équipe à Rabat, à l'occasion justement de la journée mondiale du don et de greffe d'organes. Hassan Miskour et Myriam El-Missi pour le commentaire. 3 fois par semaine, ce sont des séances de 4 heures que doivent subir ces patients sous hémodialyse en attente de greffe. L'hémodialyse reste une option de traitement. La transplantation rénale, par contre, me garantirait une vie presque normale. Il faut en prendre conscience, c'est vital. La greffe est mon seul espoir pour rétablir ma fonction rénale. Les membres sains de la famille sont des potentiels donneurs. Il est tout à fait possible de mener une vie normale avec un seul rein. Recevoir une greffe, un parcours du combattant pour ces patients. Inscrits sur une liste d'attente, ils sont à la merci d'un délai, malheureusement, parfois très lent. Ils sont 33 000 insuffisants rénaux sous dialyse au Maroc. Selon une étude du ministère de la Santé, au moins un tiers de ces patients sont supposés recevoir une greffe, soit 10 000 malades greffés. Or, seulement 500 malades en bénéficiaient de transplantation. En cette conjoncture de crise pandémique, les interventions se comptent sur les doigts d'une main. Et pour cause, la réticence des donneurs. Seulement 1200 Marocains sont inscrits au registre de dons d'organes après le décès.
أنا أرى أنها ستكون أنانية أنه إذا ما تبرعناش بالأعضاء ديالنا بعد الوفاة. Le don d'organes est un beau cadeau que nous pourrons présenter à un être humain dans le besoin. La donation de tissus humains après la mort est une culture à diffuser à plus grande échelle. ثقافة جميلة يجب علينا جميعا أن نتبناها. La pratique du don d'organes est régie au Maroc par un cadre légal. Le don, le prélèvement et la transplantation d'organes et de tissus humains sont encadrés par la loi. Cette loi détermine deux types de dons d'organes, celui accompli par une personne vivante et celui accompli sur une personne décédée. Santé toujours et zoom cette fois-ci sur la campagne vaccinale anti-Covid-19 qui se poursuit. Un total de plus de 700 000 personnes ont reçu la troisième dose au 14e jour du lancement de l'opération. Le nombre des primo-vaccinés s'approche de la barre des 23,5 millions, alors que celui des personnes ayant reçu la deuxième dose avoisine les 21 millions. Et concernant les principaux indicateurs, eh bien, les signes positifs sont toujours là. L'amélioration est toujours aussi nette, surtout en termes de décès et de nouveaux cas. Durant ces dernières 24 heures, on dénombre 269 nouveaux cas et on déplore 7 nouveaux décès. Ériger le sport en modèle de développement, c'est le grand objectif que s'est fixé notre pays. Cela passe d'abord et forcément par les écoles et dès le bas âge. Le Maroc l'a compris et il passe déjà à l'action. Le sport scolaire est d'ailleurs de retour après plusieurs années d'absence, conformément aux recommandations émises par la Commission du nouveau modèle de développement. Les précisions tout de suite en compagnie de Hayat Fkhri et Oumaima Ramzi. Après des décennies d'inertie, le sport scolaire a quasiment disparu des radars, pénalisant parfois une véritable émergence des talents sportifs. Un constat amer pointé dans le rapport du nouveau modèle de développement. Les hommes et les femmes sous la houlette de Chakib Ben Moussa ont planché sur la question au plus près des citoyens. Ils ont écouté leurs doléances. Beaucoup ont insisté sur le nécessaire retour du sport scolaire et cela dès le primaire. Plus qu'un moment de loisir et de détente, le sport scolaire, toutes disciplines confondues, contribue à promouvoir de nobles valeurs de citoyenneté, dans le respect de l'éthique, la solidarité, le partage et la performance. Un réel tremplin. Le sport représente une précieuse contribution pour l'éducation de la jeunesse et offre des opportunités d'emploi. La cause est entendue, la nouvelle coalition gouvernementale lui consacre tout un ministère. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports. Un vaste chantier désormais engagé pour redonner au sport marocain toutes ses lettres de noblesse. Et pour en parler justement plus longuement, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau professeur Ala Amrani. Vous êtes spécialiste en management et économie du sport et vous êtes également professeur à l'université Hassan Ier de Stade. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de votre invitation. Alors le sport scolaire, il a d'innombrables vertus scolaires, physiques plutôt, mais aussi il permet de transmettre en fait aux générations montantes, aux écoliers, de nombreuses valeurs comme l'éthique, le respect de l'autre, le partage, la bonne performance, la concurrence loyale, comme nous l'avons entendu il y a quelques instants dans le reportage, mais encore, professeur Amrani. Absolument. Donc, au-delà du fait que le sport scolaire est une pépinière féconde et une fabrique de champions sportifs de demain, il est un moyen de réforme sociale combinant éducation et sport et un outil pour former l'enfant citoyen. Donc, cette combinaison a été adoptée depuis l'Antiquité, plus particulièrement par les Grecs, où la pratique de la gymnastique était essentielle pour la formation du citoyen. Cette pratique a été reconduite à la fin du XIXe siècle lors de l'essor du sport dans sa forme contemporaine, plus précisément dans les collèges et les universités britanniques, où on a promu le sport comme méthode d'éducation, avec comme objectif d'encourager ce qu'on appelle le self-government, chose qui a permis de favoriser et de reconnaître surtout que le sport favorise l'autonomie des élèves, la socialisation, le respect de la règle, et la discipline et l'acquisition d'une morale et de vertus collectives. Et aujourd'hui, donc, c'est pas par hasard que ces mêmes nations qui ont adopté ce modèle sont des puissances mondiales, tant au niveau sportif qu'économique.
Très bien, professeur Mrani, le sport scolaire revient donc, c'est une bonne nouvelle, il revient à nos établissements, les défis sont énormes. Comment, à votre avis et selon votre regard de spécialiste, peut-on asseoir les bonnes bases pour réussir ce chantier? Quel programme dans les écoles déjà? À quelle fréquence? Quelle politique publique surtout? Parce qu'il y va c'est une affaire de politique publique, avant et après tout. Oui, effectivement, c'est le grand retour. C'est le grand retour avec du pain sur la planche pour les décideurs publics qui sont appelés à mettre en place et d'une façon sérieuse les jalons d'une politique publique qui s'intéresse au sport et au sport scolaire. Donc certes, la stratégie nationale du sport Horizon 2020, émanant des autres orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, lors de la lettre royale adressée aux participants des Assises nationales du sport en 2008, a formulé une ambition politique pour le développement du secteur du sport. Mais cependant, donc, 13 ans après, ces objectifs demeurent toujours inachevés et le sport est toujours le méconnu de la politique de l'État et n'occupe toujours pas la place qu'il mérite dans la politique effectivement de l'État. Encore plus, cette stratégie n'a pas été déclinée en politique publique, faute de cadre réglementaire à travers la loi 3009 qui a rencontré plusieurs problèmes et de blocage par rapport à son exécution et de moyens humains et financiers au regard des défis à relever. Mais aujourd'hui, j'estime qu'on commence à admettre que le sport est prioritaire, à l'instar de la santé et de l'éducation. Donc, pour la politique publique attendue par rapport dans le développement du sport, donc il faudrait commencer déjà par colmater les failles relevées, notamment par rapport donc en révisant le cadre réglementaire pour qu'il soit en harmonie avec la constitution du royaume et avec les orientations du nouveau modèle de développement. Rectifier, réajuster et rattraper les... Exactement. Et par rapport, donc, s'investir dans l'humain, donc c'est le capital immatériel du Maroc, donc c'est l'humain. Donc c'est l'humain, s'investir dans l'humain, comment? À travers la formation des cadres et des professeurs et surtout ne pas oublier la formation continue, la mise à niveau des cadres existants et du personnel existant pour qu'ils puissent être capables d'accompagner cette nouvelle approche. C'est toute la composante qui est concernée avec à sa tête le capital humain. Exactement. Et ne pas oublier bien sûr les moyens financiers. Il faut augmenter les sources de financement pour pouvoir mettre à niveau les infrastructures sportives au niveau des établissements scolaires, chose qui est très indispensable parce que une grande partie aujourd'hui malheureusement, donc le constat est là, donc une grande partie n'est adaptée ni à telle vision ni pour mettre en place le sport-études. Il ne faut pas oublier que les établissements scolaires disposent de plus de 90% de l'infrastructure sportive existante au Maroc. C'est un moyen pour développer donc il faut s'ouvrir sur les associations sportives pour développer le sport de masse et le sport de proximité. Il faut que les moyens suivent, des partenariats peut-être pour concrétiser cette volonté qui est là, qui est ferme. Donc j'estime mais il faut quand même être pragmatique et réaliste par rapport à la réalisation, par rapport aux objectifs à rechercher à atteindre. C'est un projet de long terme, c'est pas un projet d'un mandat gouvernemental qui sera enterré et réformé d'ici 5 ans. Donc il faut travailler sur la continuité et bâtir brique par brique. Exactement. Et bon, personnellement, je suis très ambitieux par rapport à l'avenir du sport, d'autant plus que ça émane d'un processus de consultation des citoyens tel qu'il a été énoncé en 2019 par l'étude faite dans ce sujet par le Conseil économique, social et environnemental. Et très bien, nous allons y revenir justement plus en détail, mais maintenant faisons un focus sur l'activité physique de manière générale, parce que quand on parle de sport scolaire, on pense tout de suite aux sports qui sont classiques, le football, le basket ou alors les courses pédestres. Vous, en tant que spécialiste, est-ce que vous préconisez peut-être particulièrement certaines disciplines ou alors toutes les disciplines se valent finalement? À mon sens, tous les sports, tous les jeux sportifs, toute la pratique sportive sont porteurs de valeurs qui sont susceptibles d'être inculquées aux jeunes élèves et aux jeunes enfants. Toujours est-il qu'il faut adapter ces disciplines en fonction de plusieurs éléments. D'abord l'âge, ensuite l'infrastructure existante ou bien l'infrastructure faisable à à réaliser, le potentiel qu'offre, parce que là encore le projet il est dans cette notion de régionalisation et de territoire, donc il faut que cette discipline soit, donc que le territoire offre les potentiels pour développer des disciplines, et aussi donc l'histoire qu'a des disciplines dans quelques territoires.
mais surtout l'élément clé, c'est les encadrants, c'est l'encadrement, des encadrants qualifiés qui peuvent mener à bon port cette stratégie et bien sûr nous construire les champions sportifs de demain. Donc il faut pour y arriver, il faut faire un diagnostic pour voir quelles sont les disciplines à programmer en milieu scolaire. Très bien, mais au-delà du sport en fait et des pépinières, des belles pépinières fécondes, c'est un terme que vous avez utilisé tout à l'heure, que peuvent représenter nos écoles, le défi est aussi socio-économique, il faut le dire. D'ailleurs, c'était le cas, cela a été évoqué pendant les nombreuses réunions tenues par les participants, les membres de la commission sur le nouveau modèle de développement qui était présidée par Chakib Ben Moussa, et qui est maintenant à la tête du ministère de tutelle. Le défi est énorme, titanesque, ambitieux, extrêmement ambitieux, n'est-ce pas? Bah oui, bien sûr, comme je l'ai déjà précisé, c'est un énorme défi, un énorme chantier. Parce que l'objectif ultime, c'est d'arriver à rendre du sport un véritable moteur économique, créateur de valeur et générateur d'emplois, dont l'objectif, c'est de créer et donner naissance finalement à cette fameuse économie du sport, les jalons de cette économie du sport qui va profiter à l'économie du pays de façon palpable et importante. Je pense que, comme vous l'avez précisé, la désignation de M. Chakib Ben Moussa, qui est un homme de réforme, un homme de terrain, s'inscrit dans une continuité logique des recommandations de la commission qu'il présidait pour veiller à la mise en application de ces recommandations-là. Mais pour y parvenir, il faut travailler, il faut être déjà bien entouré. Et éviter, surtout, c'est un défaut qui caractérisait nos politiques publiques auparavant, c'est d'éviter de calquer les expériences étrangères et dire ce qui est bon pour les autres, il est bon pour nous. Chaque pays a ses caractéristiques, sa culture et ses spécificités. Il faut travailler, notre propre réalité. Bien sûr, il faut travailler en synergie avec toutes les composantes impliquées dans le mouvement sportif national. Et surtout, j'insiste beaucoup sur ce point, c'est la place de l'université dans l'élaboration de cette nouvelle vision, de cette nouvelle politique publique. C'est la place de l'université marocaine dans ce projet. Donc, il faut pas négliger. Participative. Exactement, parce que aujourd'hui, l'université marocaine dispose de beaucoup de cadres, de chercheurs de plus haut niveau, formés au plus haut niveau, dont la production scientifique ne pourrait être que bénéfique pour accélérer le développement souhaité pour le secteur du sport et le sport scolaire. Donc ils sont conscients des réalités particulières relatives à notre terrain. Ils sont confrontés toujours au terrain. Merci beaucoup, professeur Ala Amrani. Je rappelle que vous êtes spécialiste en management du sport, économie aussi du sport et professeur à l'université Hassan Ier de Stade. Merci de cet éclairage. C'est l'une des plus imposantes réalisations militaires de Tanger, Burj Dar el-Baroud, qui a joué un rôle de défense contre les convoitises étrangères. Ce monument a été transformé en centre d'interprétation du patrimoine militaire de la ville du Détroit. Voyons tout cela dans ce reportage d'Anissa Boumedi, Saïd Najeh, Mounia Marouche et Oumaima Ramli. Ces hautes murailles, ces batteries de canons anti-navires et ces tours d'observation en disent long sur son passé militaire. Depuis sa construction au XVe siècle, le Burj Dar el-Baroud a été le gardien immuable de la rade et de la baie de la Perle du Détroit. Si aujourd'hui ce monument brille encore par sa splendeur, c'est qu'il a fait l'objet récemment d'un grand lifting. Ce monument a été dans un état de délabrement avancé. Il a bénéficié tout dernièrement d'une vaste opération de réhabilitation, un projet qui s'inscrit dans le cadre de la reconversion de la zone portuaire de Tangéville. Pour raviver la mémoire et préserver l'histoire militaire de ce joyau hors du temps de la ville de Tanger, un musée lui a même été dédié. Ce centre d'interprétation des fortifications a été décidé de lui donner une vocation qui est un centre d'interprétation des fortifications de Tanger. Il comporte 5 espaces, 5 esplanades. Donc ces esplanades, comme vous le savez, cette bâtisse date du XVe siècle. Et donc il y avait la période portugaise, la période anglaise et la période alawite, donc jusqu'au XIXe siècle. Donc le premier espace, c'est l'espace, il y a un espace d'accueil des visiteurs et aussi on a mis une maquette du Borj avec la période alawite du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Des épées, des fusils, des uniformes militaires et des manuscrits sont exposés dans ce musée. Le musée invite le visiteur à remonter le temps pour une immersion imaginaire dans une toute autre époque.
Je vous propose à présent une immersion dans l'univers de l'artiste peintre Fouad Chardoudi. Sa gestuelle est poétiquement nerveuse. Les couleurs, les formes de ses tableaux sont celles d'un artiste pris en transe. On le dirait habité par le désir de peindre contre la peinture et on pourrait presque parler d'un désordre bien ordonné et d'un chaos finalement profondément poétique. Yassine Mourafiq, Zakaria Moqinbillah et Oumaima Ramzi. C'est un discours pictural plein de beauté et de lyrisme autour de la notion du chaos. Un chaos projeté par l'artiste Fouad Chardoudi à travers des traits crus, une palette chromatique variée et des formes exacerbées, reflet du geste qui les fait advenir. La question du chaos vit autour de nous, dans ce monde. On trouve la question du chaos autour de nous comme des détails de vie. C'est notre sentiment, notre regard par rapport à la vie et l'avenir. Représenter le chaos à travers les dualités du vide et du plein, du formel et du non formel, et le produire dans toute sa puissance expressive, tel semble être le défi de l'artiste. C'est une exposition qu'on attend depuis presque maintenant 2 ans, qui avait été retardée à cause de la Covid. Et donc nous sommes ravis de enfin pouvoir exposer ici le travail de Fouad. Nous avons repris les activités, nous n'avons jamais cessé vraiment les activités, mais là nous reprenons en présentiel les activités avec des jauges un peu plus grandes qui nous permettent de recevoir maintenant 50 personnes. Né à Salé en 1978, Fouad Chardoudi pratique son art depuis une vingtaine d'années. Figure de l'art contemporain marocain, il compte à son actif des expositions individuelles et collectives. Il est aussi auteur de plusieurs recueils de poésie. Vous avez jusqu'au 13 novembre pour apprécier ses œuvres picturales à l'Institut français de Rabat. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.